L'équipe a l'air plutôt joyeuse, vous la voyez ici en photo, Klimt installé dans son fauteuil, Koloman Moser avec le chapeau sur la gauche, un groupe non identifié sur la droite, Karl Moll. Voici nos hommes, costumes 3 pièces et chapeau, c'est la sécession, c'est la marginalité 1900, donc on est loin de la marginalité des peintres du XXe siècle, hein, on est encore bien habillé, même si on a fait sécession, même si on est placé sous la coupe d'Athéna. Voici une affiche de la 14e de la sécession que je vous présente ici pour que vous preniez conscience qu'un homme comme Alfred Roller continue à être un des grands décorateurs des mises en scène du Burgtheater. Ce n'est pas parce que Klimt, entre guillemets, est mis au banc officiellement avec ses peintures de l'université que Moser ne va pas continuer à dessiner les timbres du gouvernement, que Roller travaille pour le Burgtheater et que d'autres vont être professeurs dans les académies. C'est juste Klimt, parce que Klimt est allé un petit peu trop loin. Et puis, souvenez-vous du graphisme très moderne de ce qu'on appellera après le graphisme des Wiener Werkstätte. Il y a quelque chose de très moderne, gardez ça en tête pour la conclusion. Vous reconnaissez ici une sorte de Nike, un personnage ailé, donc la figure de la victoire, avec ce globe dans la main. Là, le but de cette 14e exposition de la sécession était une auto-célébration de l'artiste. Quelque part, c'est très narcissique parce que au centre d'une construction en forme de labyrinthe, ils avaient placé leur dieu prométhéen, l'artiste prométhéen, Beethoven, qui est là à droite, mieux représenté. À gauche, vous avez une photographie d'époque, la sculpture de Beethoven par Max Klinger. Beethoven, à l'époque, c'est le dieu dans toute sa splendeur. Donc, en célébrant le plus grand des artistes, ils s'auto-célébraient eux-mêmes. On a ici une autre photo de l'époque. Vous voyez qu'à travers ces sortes d'arcades apparaissait la sculpture de Beethoven, mais ici c'est la fameuse salle de la frise Beethoven de Klimt. Elle s'établit en 3 panneaux, c'est presque 34 mètres ou même plus de 34 mètres par 2 de haut. Voici le panneau de droite. Ici vous avez le panneau central des forces ennemies et sur la gauche un autre panneau. C'était ce qu'on appelle une œuvre d'art total, Total Kunstwerk, qui était très défendu à l'époque, en particulier par Wagner. Il fallait que tout devienne de l'art. Et alors, il y en a un qui s'appelait Loos à l'époque, qui commence à écrire, qui déteste l'ornementation et qui se moquait allègrement de cette idée de Total Kunstwerk. Tout devait être artistique. Ici, vous avez quand même la peinture, vous avez l'architecture, la sculpture et la musique. On verra ça dans un instant. Et Loos, il ne supportait pas ça. Il dit, au point où vous en êtes, eh bien, vous demanderez au chef de gare de siffler de la musique de Wagner. Donc, là, il se moque un petit peu de ses congénères. Je parle de musique parce qu'à l'ouverture de la 14e de la sécession, Mahler et un petit orchestre de chant, parce que Mahler avait eu tendance à faire grandir les orchestres symphoniques, avec un petit orchestre, ils avaient joué le 4e mouvement, c'est-à-dire l'Ode à la joie, plus précisément de la 9e symphonie de Beethoven, qu'on écoutera. La voici, la reconstitution, cette fois la Neue Galerie de cette frise Beethoven, parce que la photo est de qualité. Aujourd'hui, ils ont restauré ces peintures et elles se trouvent au Palais de la Sécession. Alors ça avait été difficile parce qu'elles étaient comme des frises collées contre le mur. Il avait fallu les décoller et on les avait roulées pendant des années avant d'être restaurées. Voici un dessin, la reconstitution des panneaux latéraux. Vous avez des formes en forme de sylphide qui flottent, un chevalier qui va être armé et une humanité suppliante. Vous avez ensuite dessous le panneau de la poésie et de la musique qui joue et le chœur final. On va les regarder les unes après les autres. Vous avez donc l'aspiration au bonheur tout d'abord, avec l'apparition de ce qu'on appelle le chevalier d'or, qui est cet homme, ce chevalier teutonique, puissant, sauf qu'il n'est pas casqué. Le casque peut-être est réservé à Athéna. Il a une épée, mais pointée vers le bas, une humanité suppliante de le défendre,
et puis les figures de la compassion et de l'ambition qui vont l'encourager au combat. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de combat, parce que les puissances hostiles, les voici. On ne le voit pas combattre. Il n'y a rien de très viril là-dedans, alors que dans la 9e symphonie de Beethoven, vous avez la lutte, c'est la marche turque. L'équivalent de la marche turque n'existait pas dans la transcription picturale de cette symphonie par Klimt. On va faire un gros plan sur les puissances hostiles. Voici le panneau de gauche, les 3 gorgones, encore sur le modèle des Eurynies de tout à l'heure, enfin des Eurynies ou 3 gorgones, des femmes coiffées de serpents. Derrière elles, les 3 figures qui sont la maladie, la folie et la mort. Au centre, le père des 3 gorgones, Typhon, qui est un singe, a la queue de serpent s'étendant sur le panneau droit, et 3 personnifications ici, l'impudeur, la volupté et l'intemporance, magnifique. Le panneau de droite, le souci qui ronge, avec cette figure de vieille femme, presque de morte, couverte d'un joli voile noir, avec le fond de serpent derrière. Viennent ensuite le panneau de l'aspiration au bonheur, trouve son apaisement dans la poésie. Je vous rappelle que pour Schopenhauer et pour Nietzsche, l'art le plus important est la musique et la poésie qui est représentée ici. Dans la naissance de la tragédie, toujours, Nietzsche dit que l'origine de la tragédie est d'ordre musical. C'est avec la musique qu'est née la tragédie, et en particulier avec le chœur. Il dit que l'individu se fond avec l'autre grâce au chant et au chœur. Et c'est le chœur qu'on va regarder dans un instant. Vous avez ici le chœur qui est représenté, qui correspond à l'Aude à la joie, donc les arts, le chœur ici, et le baiser au monde entier, cette figure-là, une forme phallique qui pénètre une forme utérine peut-être, et ce couple qui s'embrasse. Notre chevalier qui n'a pas combattu est maintenant nu, il n'a plus besoin de se défendre, il a atteint le bonheur. On va écouter quelques extraits de l'hymne à la joie, donc qui est la mise en musique du poème de Schiller dans la 4e de Beethoven, dans la 9e de Beethoven et le 4e mouvement. Vous le connaissez tous, ne serait-ce parce que, en plus, c'est l'hymne européen aujourd'hui. Faites très attention. D'abord, on va juste écouter le refrain. Donc vous pouvez imaginer qu'ils étaient en train de jouer ceci à la première de l'exposition. Donc cette musique, c'est exactement ce qu'ils ont écouté, dirigé par Mahler, quand ils ont découvert les frises Beethoven. Maintenant, ce que je voudrais, ça va être très très bref, que vous écoutiez les chœurs quand ils commencent à chanter l'Aude à la joie. Et vous allez les comparer à ces figures et au chœur. Et vous trouverez apparemment une différence. Freude, schöne Götterfunken, Tochter aus Elysium, wir betreten feuertrunken, himmlische dein Heiligtum. Est-ce que vous voyez une différence? C'est des hommes. Il y a le soliste qui est un homme, mais le chœur commence avec des voix d'hommes. A-t-on des hommes ici? Non. C'est normal, la loi patriarcale a été renversée, le patriarcat avec, le matriarcat l'a remplacé dans la peinture de Klimt. Cette fusion dont parlait dans la naissance de la tragédie Nietzsche, la fusion de l'un avec tous, est une fusion ici du masculin avec les femmes. Je vous ai dit que dans le meurtre d'Hyper, dans le complexe oedipien, il y avait la fusion avec la mère. Eh bien, vous avez ici la fusion avec la mère qui, dans des textes plus tardifs, c'est le malaise dans la civilisation, est développé par Freud. On va faire un petit break de psychanalyse maintenant. Dans le malaise dans la civilisation, il explique le besoin de religion comme un sentiment océanique ou un sentiment de plénitude qui équivaut à la fusion amoureuse, au sentiment amoureux. On ne fait plus qu'un l'un avec l'autre, vous connaissez l'expression.
Et il explique ceci comme un besoin de retour au bonheur de la vie utérine. Donc c'est le retour dans le ventre de la mère où le bébé vit heureux. Il vit heureux pourquoi? Parce qu'il n'a besoin ni d'hurler pour avoir le sein, ni d'hurler pour manger. Il est dans un état d'inexcitabilité. Or, en permanence, on est mu par des désirs sexuels, des désirs de faim, des désirs de survie qui nous poussent à agir pour retrouver cet état d'inexcitabilité et finalement de bonheur. Donc cet état de plénitude correspond à l'époque utérine avant la grande expulsion où l'enfant tout d'un coup s'aperçoit qu'il faut hurler pour avoir le sein et s'aperçoit que le corps de sa mère n'est pas son corps. Vous avez avec ce tableau, Mon royaume n'est pas de ce monde, donc l'idée de fusion de ce sentiment de plénitude de l'homme avec la femme, de ce sentiment amoureux. Il fusionne avec le corps de la femme et il fusionne aussi avec l'ornement. Regardez le dos, ses muscles n'ont rien d'anatomique et pourtant on sait que Klimt passait des heures dans les salles d'anatomie de la faculté de médecine. Regardez, il ondule selon les ondulations du corps de la femme, des ondulations de ses décorations de part et d'autre et les ondulations du soleil ici. Il a véritablement fusionné avec le paysage qui l'entoure et avec la femme. Il a trouvé sa plénitude amoureuse. Donc, on revient donc au complexe d'Oedipe. Le but du jeu, quand on a tué le père, c'est de fusionner avec la mère, c'est retrouver cette plénitude utérine. Sauf que, chez Freud, Eros ne va jamais sans Thanatos et c'est la même, je vous en ai déjà parlé, très souvent vous avez les figures de vie à côté des figures de mort chez Klimt. Pourquoi? Toujours dans Malaise dans la civilisation, il s'explique. Vous avez la possibilité, quand vous êtes en état d'excitation, de rencontrer l'amour pour répondre à vos désirs et être à nouveau en état d'inexcitabilité puisque vous avez assouvi vos désirs. L'autre possibilité, pour ne plus être excitable, pour avoir le scanner à zéro finalement, c'est de mourir. Parce qu'une fois que vous êtes mort, vous n'avez plus de désir. Vous êtes dans un état inorganique qui permet de répondre aux besoins de l'excitabilité. Il n'y a plus de besoin. C'est ainsi qu'il explique la proximité d'Eros et Thanatos. Répondre à vos besoins est une solution, l'autre est la mort. Et donc, il y a toujours un double visage dans cette recherche de plénitude. Vous pouvez la voir dans la réussite comme elle est ici, ou vous pouvez la voir dans la mort. Et c'est pour ça que je mets en face l'un de l'autre les deux versants de la fusion avec la femme aimante d'une part, la femme castratrice et tueuse, c'est-à-dire le visage de Thanatos d'autre part. Ceci étant dit, on va regarder maintenant la dernière série de tableaux qui est liée aux travaux de Klimt au sein des Wiener Werkstätte, qui sont les fameux ateliers viennois du tout art. Ils étaient capables de décorer de la poignée en passant par les jouets et les plafonds des maisons. C'était extrêmement coûteux. Les Wiener Werkstätte, là aussi encore, pour la fin, regardez la modernité du design de leur logo. Les Wiener Werkstätte vont donc être fondés par Koloman Moser et Joseph Hoffmann en 1903 et vont permettre de décorer les maisons les plus précieuses. Ce grand Joseph Hoffmann, qui est quand même un prix de Rome d'architecture, va se lancer dans des designs d'objets comme ce merveilleux service à thé. Ils vont créer des meubles avec ces formes de sylphide également. Ils vont entre autres décorer le sanatorium de Pürkerdorf, dont vous avez une partie des meubles ici. Et puis surtout, ils sont connus par la fameuse Villa Stockley de Bruxelles. La petite histoire nous dit que l'héritier des Stockley, qui était une famille de banquiers bruxellois, s'était promené à Vienne, était tombé sur la maison de Koloman Moser qui était dessinée par Hoffmann et engage l'architecte Joseph Hoffmann qui avait créé, donc créateur des Wiener Werkstätte, il l'engage pour la construction et pour la décoration de sa maison, la Villa Stockley. Il avait mis des limites au budget, mais les limites, c'était le ciel. Donc, ils ont le porte-monnaie, le capital est ouvert pour construire une des plus belles réussites
des Wiener Werkstätte que vous avez. La construction, les plans datent autour de 1903, la construction officiellement de 1905 à 1911, mais on sait que les frises des chambres à l'étage faites par Moser ne sont terminées qu'en 1924. Je sais qu'il y a eu une guerre mondiale au milieu, mais quand même. Voici quelques photos de l'époque de la Villa Stockley jusqu'au détail des couverts. On parle donc effectivement d'une œuvre d'art totale, ici encore une fois. Les jouets, là c'est pas juste un exemple, les poignées ont été dessinés, les jouets des enfants également par les Wiener Werkstätte. Donc vous avez, et c'est important pour mon développement après, le besoin de vous mettre en accord avec le moindre détail de votre environnement. Vous avez ici la salle à manger pour 22 couverts qui a été décorée par vous les voyez ici, de gauche, droite et au fond, qui ont été décorés avec des mosaïques. Ces mosaïques les cartons ont été dessinés par Klimt. Je vous ai dit qu'il s'était rendu à Ravenne. Donc voici une image de San Vitale avec ce fond doré qui l'a tant influencé. Voici un des exemples des cartons qu'il a peints pour le mosaïste qui est Leopold Forstner, mais il s'était intéressé aux détails. Il s'intéressait aux détails du choix de la pierre, des pierres semi-précieuses, des dorures, etc. Voici une représentation numérique de son carton. Les cartons sont moins nets que cela, avec l'arbre de vie au centre et le personnage de l'attente et de l'accomplissement de part et d'autre. L'arbre de vie qui peut être l'arbre de la sagesse, mais également l'arbre de la tentation dans la tradition chrétienne, reprend les volutes mycéniennes qu'on a étudiées tout à l'heure, donc il renvoie à une Grèce archaïque. Vous avez cet oiseau, certains y lisent l'oiseau de la mort, je préfère y voir l'oiseau d'Athéna, la chouette, celui qui voit à travers les ténèbres. Vous avez le personnage d'Attente sur la gauche, dont le graphisme reprend là encore cette femme d'une frise mycénienne. Les bijoux renvoient à l'artisanat mycénien et à cette balance en particulier. Et on retrouve également les volutes qui sont dessinées sur ces triangles ici. La scène, l'accomplissement sur la droite, qui vous fait bien évidemment penser au baiser, reprend cette même logique mycénienne. Mais je ferai ma dernière analyse freudienne de ce tableau. Enfin, freudienne, ce n'est pas exact. Je vais faire référence à Lou Salomé Andreas. Lou était la muse et compagne partagée de Nietzsche, mais elle avait aussi une longue correspondance en tant que psychanalyste avec le maître Freud. Et voici ce qu'elle propose. Elle revoit le mythe de Narcisse. Souvenez-vous de Narcisse, ce jeune garçon qui tombe éperdument amoureux de son reflet. Il est donc figé face à son reflet, il meurt, son corps est enlevé et à la place pousseront des narcisses. Sauf que les narcisses sont aussi des symboles chnoniens, c'est-à-dire des symboles telluriens, des enfers. Donc il y a toujours l'amour, le reflet amoureux, et puis derrière, il y a les enfers. Il y a toujours ce binôme Héros-Thanatos dans les mythes. On parle alors de narcissisme, une forme de nombrilisme si vous préférez. Sauf que chez Lou, le narcissisme a un sens totalement différent. Le jeune garçon ne serait pas tombé amoureux de sa propre image, il serait tombé amoureux de l'unicité retrouvée, c'est-à-dire cette vision fusionnelle entre son visage et la nature qui se reflète dans l'eau, éventuellement le Styx. Donc, encore une fois, il n'est pas tombé amoureux de son visage, il est resté médusé, fasciné par l'unicité, c'est-à-dire le rapport fusionnel qu'il avait avec la nature. Et donc, elle fait un lien avec le complexe oedipien, c'est-à-dire que ce jeune homme, Narcisse, a retrouvé sa dimension d'unicité avec le grand tout, tel qu'il l'avait connu lorsqu'il était dans le ventre de sa mère. Donc là encore, on peut faire une interprétation toute particulière de cet épanchement ornemental que vous connaissez avec la logique des Wiener Werkstätte et avec ce type de peinture où l'ornement envahit le corps et les paysages. C'est un besoin de se fondre avec le tout, c'est-à-dire le besoin de retrouver ce sentiment océanique défini par Freud. On n'en sortira pas. On retrouve cette même logique avec le portrait de Adele Bloch-Bauer, ce sentiment de fusion avec le reste du tableau.
renvoie au sentiment de plénitude tel que l'enfant l'a connu dans le ventre de sa mère. Ce tableau a été vendu en 2006, sauf erreur, pour 136 millions de dollars par la maison Christie's, je crois, je fais peut-être une erreur, au Magna Lauder. Il a fallu attendre presque un siècle pour que toutes les œuvres de la sécession soient redécouvertes. Elles sont redécouvertes à partir des années 80 parce que pendant presque 75 ans, on a eu honte de ces peintures. Pourquoi? Voici un résumé de ma proposition. Klimt. Il y a le meurtre du père avec l'affiche qu'on a étudiée ensemble. Et s'impose alors la loi de la mère, protectrice mais également castratrice, ce visage de Junon. Vous avez également la possibilité, une fois que le père est tué, de fusionner avec la mère ou avec la maîtresse, donc un désir fusionnel. Mais l'envers de la fusion, c'est aussi la possibilité de thanatos, donc le matriarcat archaïque et terrorisant. Et puis nous avons vu aussi que dans la lecture de Lou Salomé Andrea de Narcisse, cet épanchement ornemental renvoyait à la fusion avec le grand tout, avec l'univers. J'en ai donc conclu qu'une grande partie des peintures pouvaient être lues comme la déconstruction du patriarcat et l'instauration d'un matriarcat archaïque. Et c'est peut-être l'explication de ce structurogramme, ou en tout cas de ce schéma. Ce schéma, c'est la base de ce qu'on a tous appris lorsqu'on a appris l'histoire de l'art dans les écoles ou même dans les musées. Voici les pères de la modernité, Van Gogh, Gauguin, Cézanne, Seurat, etc. Et puis on évolue vers la modernité, le cubisme et l'art abstrait. Et puis entre 1895 et 1905, il y a un grand vide. Il y a un grand vide parce que la sécession n'existe pas. Et si elle n'existe pas, c'est peut-être parce qu'on l'a trouvée un peu trop matriarcale, justement. J'espère que je vous aurai convaincu, que vous pourrez regarder différemment Klimt à partir de demain, enfin à partir de maintenant. On se retrouvera, j'espère, le 22 novembre.